ça fait maintenant une semaine que les bourses internationales sont littéralement en chute libre. C'est la panique chez énormément d'investisseurs, énormément de traders. Cette panique a aussi contaminé le marché crypto, qui, je le rappelle, le marché crypto n'est pas un safe haven asset, mais un risk on asset, donc qui va tendance à suivre les equities, donc les actions. Donc on voit les cryptos, Bitcoin, Ethereum et les actions chuter en même temps, et c'est littéralement panique à bord parce que ça fait des mois qu'on a tendance à voir, surtout les actions, prendre de la valeur petit à petit. Tout le monde est habitué au vert et on ne voit aucune correction sur les marchés. Ce qui est d'autant plus inquiétant avec cette chute qu'on est en train de voir sur les marchés, c'est la rapidité de cette chute et donc le momentum de cette chute, et ce qui fait que beaucoup de personnes le voient comme un événement qui est différent des autres potentiels drawdown qu'on a pu voir cette année. Ayant plus de 10 ans d'expérience sur les marchés, je vais te montrer aujourd'hui et t'expliquer quelle est la vraie raison, premièrement, derrière cette chute qu'on est en train de voir. Et donc à la fin de cette vidéo, tu vas réellement comprendre dans quelle thématique on est, réellement comprendre le paysage macroéconomique et donc quelles sont potentiellement les opportunités que tu vas pouvoir sortir de la situation actuelle. Alors la première raison qui est attribuée à cette chute de marché qu'on est en train de voir, c'est la sortie des données de l'emploi et de la croissance américaine. Mais attends bien, parce que ça, tout le monde en parle, mais il y a un autre côté de la pièce dont peu de personnes ne parlent. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a vu au tout début du mois d'août les premiers chiffres de l'emploi américain, comme si les chiffres de l'emploi américain sortent toujours le premier vendredi de chaque mois. Et on a vu donc des chiffres NFP ainsi que des chiffres du chômage sortir bien plus bas que prévu. Donc tu vois, on a les datas juste ici. Et surtout, ce qui a fait parler, c'est ce unemployment rate, donc en français les taux de chômage, qui étaient attendus à 4,1% et qui sont sortis à 4,3%. On voit donc une augmentation du taux de chômage aux États-Unis et je le rappelle, l'objectif, le travail de la Federal Reserve, donc de la Banque centrale américaine, est de contrôler l'inflation pour pas que l'inflation soit trop haute. Et deuxièmement, l'emploi, pour que les taux de chômage n'augmentent pas trop. Et donc, comme on sait, à la suite de la crise sanitaire, on a eu une inflation qui a décollé et qui a forcé la Federal Reserve d'augmenter ses taux d'intérêt, ce qui évidemment restricte l'économie. Cette restriction économique allait avoir un impact sur l'emploi. La question, c'était quand? Et avec les derniers chiffres de l'emploi vendredi dernier, la question semble potentiellement être répondue. Et on voit notamment, tu peux voir ici, j'ai tout simplement mis les taux de chômage et envers les récessions américaines. On peut voir que de manière générale, les récessions américaines ont été précédées d'une hausse de ce taux de chômage. Et non pas ce que beaucoup de personnes pensent, où les taux de chômage sont extrêmement hauts, donc c'est la récession. Généralement, on a une corrélation qui est inverse. C'est-à-dire qu'on a des taux de chômage qui sont bas et qui augmentent avant une potentielle récession. Donc cette augmentation qu'on est en train de voir, beaucoup de personnes sont en train de l'attribuer à la raison de pourquoi est-ce qu'on voit les marchés en train de chuter. En plus de ça, on a aussi eu les Manufacturing PMI, donc pour faire plus simple, la croissance américaine du côté manufacturier, qui là aussi a déçu. On était attendu à 48,8, sachant que juste ici, tu peux voir, la base est à 50. C'est-à-dire que si on est au-dessus de 50, on est dans une économie plutôt croissante, d'expansion. Si on est en dessous, on est plutôt en contraction économique, là dans ce cas-là, dans le secteur manufacturier. Donc on était quand même attendu en contraction économique du point de vue manufacturier, sauf qu'on est sorti encore plus bas, ce qui donc accentue la vision négative que les gens ont de l'économie américaine. L'économie américaine qui nous a montré toute cette année un marché de l'emploi extrêmement fort, une croissance économique extrêmement forte, surtout par rapport à d'autres économies. Donc là, on a des premiers signes d'affaiblissement économique. Maintenant, un autre événement qui s'est passé dans exactement la même semaine, dont moins de personnes ne parlent, mais qui pour moi a réellement un impact bien plus important sur les marchés et ce qui, je pense, est la raison principale de cette chute massive qu'on est en train de voir sur les risk assets, c'est tout simplement les liquidations de carry trade sur les paires en yens. Alors, avant de t'expliquer ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre c'est quoi les carry trade et qu'est-ce que les personnes font. Alors, je t'invite à aller checker cette vidéo, je sais pas trop où ça apparaît, sur qu'est-ce que le carry trade. Mais donc, le concept simplifié d'un carry trade, c'est tout simplement d'emprunter une monnaie avec un taux d'intérêt très bas, donc emprunter à 0% d'intérêt, pour aller mettre cet argent dans un asset, dans un actif qui, lui, va générer de l'intérêt. Donc on peut le mettre soit en obligation, soit dans une monnaie qui va générer des intérêts, notamment par exemple dans le dollar, c'est-à-dire qu'on va emprunter une monnaie avec des taux d'intérêt extrêmement bas pour acheter une monnaie avec des taux d'intérêt extrêmement hauts, ou alors, on n'est pas obligé de mettre l'argent dans une monnaie avec des intérêts hauts, on peut aussi le mettre en crypto, on peut aussi le mettre en action, enfin dans n'importe quel autre actif qui va générer un yield plus important que les 0% qu'on est en train de payer d'intérêt pour
emprunter cette monnaie. Maintenant, quelle a été, premièrement, historiquement et actuellement, la monnaie avec les taux d'intérêt les plus bas? C'est le yen japonais. Et donc, le yen japonais est la monnaie la plus utilisée pour justement ces opportunités de carry trade. Et les gens sous-estiment l'importance du carry trade sur les marchés. On voit d'ailleurs notamment en 2024, dollar-yen qui a pris de la valeur, pris de la valeur, pris de la valeur, pris de la valeur, le yen japonais qui continue à être dévalué. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de carry trade qui est complètement logique, d'accord? Tu empruntes à des taux très bas pour aller mettre ailleurs à des taux qui sont très hauts. C'est littéralement free money. D'ailleurs, quelque chose qui m'a fait assez rire, et je te l'ai screené ici, c'est donc quelqu'un sur Twitter qui disait « Voici un conseil. Tu peux juste emprunter de l'argent en yen japonais à un taux d'intérêt de 1,5%, tu le mets en dollars, tu vas donc gagner 5% sur un compte d'épargne. » Et il dit en plus de ça que justement la baisse du yen japonais, qui est généralement logique sur un carry trade, va d'autant plus te permettre d'avoir encore moins à rembourser parce que toi, tu avais des dollars à la base. Donc, tu as encore moins de yens à devoir rembourser une fois que tu as fini de faire de l'argent gratuit. Et c'est vrai que sur papier, c'est le cas. Et ce qui est marrant, c'est justement ce commentaire. Oui, mais justement, un mouvement de 5% sur le yen peut complètement tout changer. Parce que comme je te dis, si tu empruntes des yens japonais à un taux à 0%, on va le simplifier, et que tu mets ça sur du dollar où tu vas prendre du 5,5%, ça veut dire qu'en swap, donc en crédit sur l'année, tu vas faire 5,5%. Très bien. En plus de ça, si dollar-yen augmente, nickel. Maintenant, si dollar-yen chute de 6%, alors certes, tu as fait 5,5% de plus-value en carry trade, mais tu vas aussi perdre 6% de plus-value. Donc au final, tu as terminé l'année à moins 0,5. Sauf que ce que cette personne répond, c'est le yen ne va pas augmenter, le yen seulement chute. Et là est le problème. C'est-à-dire que le trade était obvious et énormément de personnes l'utilisaient. Moi le premier, dans les bonnes circonstances. Mais maintenant, je veux que tu te demandes, si tout le monde est en train de faire quelque chose, où tout le monde pense la même chose, qu'est-ce qu'il se passe si on a un événement qui vient secouer tout ça? C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au Japon, on a une inflation qui est en train d'augmenter, un petit peu comme on a eu aux États-Unis à la suite de la crise sanitaire. La Bank of Japan, pour essayer de contrer cette inflation, en mars, a décidé de rehausser ses taux d'intérêt et passer d'un taux d'intérêt négatif qui était à moins 0,1%, on le voit juste ici, à moins 0,1% depuis 2016, l'a augmenté à 0,1% donc le 19 mars 2024. Sauf que la semaine dernière, en surprise assez majeure, Bank of Japan a décidé de rehausser ses taux de 15 basis points pour les monter à 0,25%. Donc si on le regarde juste comme ça, on se dit bon cette augmentation des taux, ça n'a pas non plus tout chamboulé. On passe de 0,1 à 0,25, c'est pas la fin du monde. Oui, mais le problème, c'est que donc, avec cette augmentation, premièrement, ces intérêts que les gens payaient pour emprunter des yens a plus que doublé, d'accord? On est passé de 0,10 à 0,25, donc les intérêts ont plus que doublé. Maintenant, en plus de ça, comme je t'ai dit, c'était un peu une surprise générale. On le voit notamment avec un poll, les forecasts qui sont faits pour les data économiques qui arrivent, notamment sur Bloomberg, où on avait les attentes des économistes et des analystes sur 48 personnes. 34 s'attendaient à aucun changement sur les taux de la décision de la BOJ, donc 71%, et seulement 14 analystes, donc 29% des analystes, s'attendaient à une hausse des taux d'intérêt de la BOJ. Donc, le fait que la BOJ ait rehaussé ses taux d'intérêt d'un coup, il y a eu une revue des attentes futures complète sur les marchés. Je pense que tu le sais si tu regardes mes vidéos, mais le prix actuel d'un actif qu'on voit sur les marchés, c'est pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est par rapport à ce que les investisseurs pensent qui va se passer dans le futur. C'est ce qu'on appelle un forward-looking mechanism. Donc, la valeur du yen japonais avant cette décision de la BOJ, prenez en compte le fait que dans le mois à venir, les taux d'intérêt devraient rester les mêmes. Sauf que là, surprise générale, tout le monde est en train de changer leur pari pour s'adapter aux nouvelles attentes et aux nouveaux taux futurs de la BOJ. Et donc ce repricing très rapide a eu évidemment un effet positif sur la valeur du yen japonais, ce qui donc, par effet de balance, fait chuter le taux de change dollar contre yen. On le voit notamment ici. On a dollar-yen, tu vois, ici c'est 2024, donc là on a notre année 2024. Tu vois cette hausse qui était graduelle, et donc comme je te dis, quand tu étais en achat dollar-yen, tu étais payé tous les soirs pour tenir cette position grâce au carry trade, et en plus de manière générale, parce que les taux au Japon sont plus bas que ceux au dollar, le dollar est plus intéressant que le yen japonais, donc on a tendance à voir cette hausse. Mais donc cette surprise qu'on a vue a vraiment exacerbé et a vraiment poussé dollar-yen
à la baisse. Mais donc je rappelle sur le carry trade, d'un côté tes intérêts sur la dette, donc sur le prêt de yen a plus que doublé, et de l'autre cette chute de littéralement 10%, qui est énorme sur le marché FX, de plus de 10% sur dollar-yen, veut aussi dire que les gens qui ont emprunté du yen doivent maintenant rembourser 10% de plus en termes de valeur dollar. Donc en fait, d'un coup d'un seul, ton prêt est plus gros et les intérêts que tu dois payer, lui aussi est plus gros. Donc la décision générale des investisseurs, c'est d'aller revendre leurs assets, revendre ce qu'ils ont acheté, donc potentiellement le dollar, ou comme je t'ai dit, avec ce carry trade, tu n'étais pas obligé d'aller juste investir dans une autre monnaie. Tu pouvais aussi aller investir dans les actions, dans les cryptos. C'est d'ailleurs pourquoi on voit les actions, on voit les cryptos, notamment le marché actionnaire japonais qui s'en prend plein la gueule parce que c'était le trade évident. Tu empruntes en yens japonais à des taux extrêmement bas pour aller mettre dans les actions japonaises qui, encore une fois, si on regarde en performance de 2024, les actions japonaises se sont extrêmement bien portées. Et donc justement, cette chute sur dollar-yen, on le voit notamment si on regarde en termes de pourcentage sur les derniers 3 jours, on voit que cette chute est énorme et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008 pendant la crise financière. Donc ça te montre à quel point cette chute est agressive et donc liquide énormément de personnes. Donc ce carry trade fonctionne si et seulement si la valeur du bien qui est emprunté n'augmente pas, la valeur du yen japonais n'augmente pas. Et comme on l'a vu ici, la valeur a complètement augmenté et donc le carry trade ne fonctionne plus et donc toutes les personnes qui sont en achat se retrouvent avec de gros problèmes parce que évidemment tu peux imaginer que sur un trade qui comme je te l'ai montré ici sur Twitter, quelqu'un appelait free money, et c'est vrai que sur papier c'est de l'argent gratuit, tu peux imaginer que beaucoup de personnes utilisaient des effets de levier pour toujours en avoir plus et plus et plus et plus et plus. Cependant, évidemment, ils ont donc une marge et si les marchés chutent trop vite, trop rapidement, ils vont être liquidité et c'est un effet boule de neige et c'est une panique globale. Ce qui est d'ailleurs intéressant à noter sur dollar-yen, c'est que depuis le début de l'année, on avait cette trendline haussière sur dollar-yen qui, comme tu peux voir ici, a fail. Quand on est revenu à ces prix-là, on a énormément de traders techniques qui ont tout simplement acheté ces niveaux-là parce que on a cette trendline, on est en tendance haussière, etc. Sauf que les personnes qui avaient réellement une compréhension macro, je parle pas des investisseurs long terme, mais plus des traders, avaient des signes avant-gardistes qui étaient notamment les US 10-year yields, donc le rendement des obligations américaines à 10 ans, ainsi que le yield spread. Donc si on prend le rendement des obligations américaines moins le rendement des obligations japonaises, qui de manière générale sont corrélés à dollar-yen, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Donc on a par exemple dollar-yen ici, tu vois qu'en orange on a le US 10-year yield, on voit que quand dollar-yen chute, on voit aussi les yields chuter. Quand dollar-yen augmente, on a tendance à voir les US 10-year yields augmenter. Cependant, qu'est-ce qu'on voit depuis mi-mai? On voit dollar-yen qui continue cette hausse. D'ailleurs, cette grosse chute, c'était après une manipulation du ministère de la Finance et de la BOJ pour essayer de rehausser justement le yen japonais. Mais donc à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dollar-yen qui continue à la hausse alors que le rendement des obligations américaines, lui, est en train de baisser. Et le yield spread entre les obligations américaines et japonaises, lui aussi, est en train de baisser. Donc on est en train de voir une divergence où le prix de l'actif est en train de montrer, sauf que on va dire les sous-jacents macro, eux, sont en train de nous montrer une image qui est différente. Donc c'est pourquoi on avait cette trendline achetée à ces niveaux-là alors qu'on a une vision qui est complètement différente du marché obligataire, pour moi était extrêmement dangereux. Maintenant, est-ce que j'ai vendu cette chute? La réponse est non. Pourquoi? Parce que mon mois de juillet a été mon meilleur mois de l'année, donc j'ai pas voulu trader sur la dernière semaine de juillet, donc j'ai préféré laisser passer cette opportunité plutôt que prendre le risque de rendre mes profits au marché après un mois qui a surpassé mes objectifs. Donc maintenant, si on prend un pas de recul, on comprend bien mieux la violence de ce mouvement baissier sur les indices et les risk assets, comme le dollar australien notamment, le dollar néo-zélandais, les cryptos et les actions, parce qu'on avait ce double momentum qui est arrivé à la même semaine, qui était une décélération de la croissance américaine, une augmentation des chiffres du chômage américain, ainsi qu'une hausse des taux d'intérêt sur le yen japonais, qui donc ça plus ça a réellement fait chuter dollar-yen de manière violente, qui a donc liquidé énormément de personnes, les personnes obligées de revendre leurs risk assets pour rembourser leurs prêts au Japon. Ça fait effet boule de neige et c'est pourquoi on voit le S&P 500 aujourd'hui être à une baisse de moins 7%. Donc maintenant la question c'est, est-ce que cette baisse est une opportunité pour potentiellement racheter ou est-ce que c'est le début de la fin, le début d'une récession et on va encore chuter de 30-40% à partir de maintenant. Donc premièrement, il est toujours important de prendre du recul et de se rendre compte que cette chute de 7%, même si elle est très agressive, n'a rien de surprenant et de bizarre. On voit ici que sur les données statistiques de drawdown, donc de chute du S&P 500, on a 94% des années qui ont une chute de 5%
ou plus. Nous, on est à 7. Donc, on est littéralement entre ici et les 10%. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui arrive plus souvent que pas. En termes de statistiques, on sait aussi que le drawdown annuel, si on regarde entre 1928 et 2023, est d'environ moins 16,4% par an. Là, on est à moins 7%. Donc, la correction, le drawdown qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les indices n'est absolument pas dramatique. Cependant, ce qui est intéressant, comme je te disais, c'est la vélocité, la rapidité de ce mouvement baissier qui donc augmente la volatilité. Pourquoi? Parce que comme je te disais, on a deux facteurs en même temps. Si on en avait qu'un seul, cette chute aurait été plus lente. On est en août. En août, on a tendance à avoir des conditions de marché plus illiquides avec beaucoup de traders qui sont en vacances. Et qui dit moins de volume, dit généralement plus de volatilité. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un marché moins illiquide, ça veut dire qu'il faut moins d'argent pour réellement bouger le marché. Et donc ce qui est intéressant à regarder, c'est l'indice du VIX, donc le Volatility Index du S&P 500, qui a dépassé les 45. Et donc justement, j'ai voulu étudier quelles ont été les potentielles opportunités ou du moins les corrélations entre le VIX et le S&P quand le VIX dépasse les 45. Donc comme tu peux voir ici, je t'ai noté la ligne des 45 et tous les moments où le VIX a dépassé les 45 et où était le S&P 500. Est-ce que c'était justement une opportunité d'achat ou au contraire, est-ce que ça signalait la prochaine récession? Donc on peut voir dans les années 98, une hausse au-dessus des 45 sur le VIX nous a donné une opportunité parfaite d'acheter après un dip. Dans les années début 2000, ça a été pareil, juste ici. En 2008, ça a été pareil plus ou moins sur les lows. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Covid, pareil. Et donc, de nouveau, cette semaine, on a vu le VIX exploser à la hausse, littéralement. Et si on regarde toutes les dernières fois où le VIX a dépassé les 45, généralement, il y a vraiment une grosse raison. Là, si on écoute les médias et si on écoute beaucoup, on va dire, d'influenceurs économiques sur YouTube, la seule raison serait que les chiffres de l'emploi ont augmenté de 0,2% et ça cause un VIX qui spike à 65. Comme je te dis, là n'est pas la raison. La raison, c'est réellement la combinaison de ça à 25% et 75% le deloading des carry trades qui viennent du yen japonais. Mais donc, quelle est la conclusion de cette analyse entre le VIX et le S&P? C'est que tout simplement, à chaque fois qu'on a vu le VIX dépasser, spike au-dessus des 45, ça a été des bons moments d'achat pour les actions, des bons moments d'achat pour le S&P. Donc là, ce dip, on serait censé voir historiquement, encore une fois, ce V-shape recovery et une augmentation par la suite. On a aussi le Goldman Panic Index, donc pour ceux qui tradent les cryptos, ça serait assez similaire au Fear and Greed Index, qui à nouveau est sur des highs. Et à chaque fois qu'on a été sur un high, ça a été de très bonnes opportunités pour acheter les marchés. Autre chose, cette semaine, on a vu les Services PMI, donc comme on a vu la croissance manufacturière de la semaine dernière qui est sortie, qui a été décevante pour les États-Unis. Cette fois-ci, cette semaine, on avait les Service PMI, donc exactement la même chose, c'est-à-dire la croissance économique américaine, mais cette fois-ci dans le secteur des services, qui cette fois-ci a surpris à la hausse, pas grandement, mais qui est en territoire de croissance, d'expansion et non de contraction comme le service manufacturé. Donc les choses ne sont pas aussi moroses que nous le montre notamment la télévision. Et autre chose qui a d'ailleurs été la raison pour laquelle j'ai exécuté ce matin une petite position contraire, on va dire, à l'opinion publique, qui était un petit achat sur euro-yen, donc une reprise potentielle de ces carry trades, c'est que la BOJ a noté qu'à la suite de leur décision, évidemment, il y avait un impact réellement violent, une grosse volatilité sur les marchés financiers nationaux, mais aussi international, et qu'il était donc important de garder les taux de politique monétaire actuels inchangés pour ne pas exacerber cette volatilité. Donc justement sur les marchés, on voit, on va dire, une petite reprise, sauf que cette reprise n'est pas énorme, totalement compréhensible. On a même si tu regardes les médias jouent un rôle énorme, la psychologie joue un rôle énorme. Mais donc pour moi, je te recommande de premièrement rester extrêmement vigilant parce que même s'il y a des potentielles opportunités, il y a énormément de risques à cause de la volatilité. Et une des choses les plus importantes, c'est de te mettre à la page sur ce qu'il se passe en termes de macro. Quand je vois les marchés actuels et je vois des personnes trader avec littéralement un bandeau devant les yeux avec des analyses techniques et leur trendline et ils achètent parce qu'il y a une trendline ou ils vendent parce qu'il y a une trendline, j'espère que tu te rends compte, on va dire, de la connerie
conneries et du gambling que c'est derrière. Il y a certains marchés qui vont te permettre d'avoir une certaine stratégie, mais il faut toujours s'adapter à ce que le marché nous donne. Et là, c'est un exemple prime. Toutes les personnes qui étaient en achat dollarienne se sont littéralement fait allumer. C'est pas parce que Aussie Swiss break une trendline de je ne sais pas quoi que le marché va faire quelque chose de spécifique. Il y a toute une interconnexion de marché derrière chaque mouvement. Il est important et crucial à comprendre. Donc je sais que la majorité des personnes vont essayer de tout justifier toujours par de l'analyse technique en expliquant que oui, parce que cette ligne, parce que ça. Mais j'espère que tu comprends qu'on n'est pas en train de trader des équerres, des règles et des compas, mais réellement en train de trader des marchés financiers qui sont impactés par des situations économiques internationales. Donc si tu comprends ces situations-là, tu vas évidemment avoir un avantage sur les autres, surtout au long terme. Je le dis toujours, mais c'est une chose d'être rentable pendant 3 mois à 6 mois, c'en est une autre d'être rentable pendant 8 ans d'affilée et pouvoir vivre de ta passion. Idéalement, si le trading ça te passionne, la macroéconomie ça te passionne, c'est cool. Et si c'est ton cas, je te mets un lien sous cette vidéo pour réserver un appel complètement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe pour justement voir si le monde de la finance, le monde du trading, de la macro, c'est quelque chose qui pourrait être adapté à ta situation, surtout, comme je te dis, si tu es passionné. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Elliot, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.